Les médias subventionnés sont en train de nous cacher la réalité de ce qu'il se passe sur le front ukrainien. Même LCI a décidé de se taire. Pourquoi cette soudaine volte-face des médias français ? La Russie est-elle en train de gagner la guerre dans une totale indifférence ? Quel changement de société en Occident si la Russie gagne de manière éclatante ce conflit ? À ces questions répondra Xavier Moreau, analyste géostratégique que vous aimez tous, auteur de son dernier ouvrage « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné la guerre ?» A gagné. C'est une exclusivité géopolitique profonde. C'est parti. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et on est là pour ça et on le fera, vous allez voir, très très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde avec comme exclu le dernier article de Pierre Hillard. Il sera d'ailleurs là d'ici une petite dizaine de jours pour une émission spéciale sur son article. Alors je suis vraiment très content de recevoir notre ami Xavier Moreau. Il vient en France. Ça fait quelques mois que c'est pas vu. Ça fait depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, ça date, hein. Oui, c'est plus cher de revenir maintenant. Ah, d'accord. Et là, t'es venu, t'as revu le changement de la France, en fait. Tu t'es dit, oh là là, c'est... Oui, chaque fois, c'est quand même un dépaysement. Oui. J'arrive d'Europe et j'arrive en France, en fait. Alors, tu as écrit « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné la guerre ?» donc déjà en avril. Est-ce que, si tu devais réécrire aujourd'hui ce livre, est-ce qu'il y aurait des amendements à faire ? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux chapitres ? Non, il y aura une mise à jour sur la partie militaire, en fait, puisque donc le livre a été publié au début de cette année, au mois de février. Donc là, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. La prise d'Avdiïvka qui a permis de développer, et dont l'élan, d'ailleurs, se poursuit encore, puisque maintenant, on parle de Pakrovsk, hein, qui est la dernière ville du Donbass avant de pouvoir permettre à l'armée russe de débouler sur la région de Dniepopetrovsk, ou Yekaterinoslav, qui est son vrai nom russe. On peut peut-être commencer d'ailleurs à l'appeler par ce nom-là, parce qu'il n'est pas impossible que ça finisse dans la corbeille de Vladimir Poutine. Donc effectivement, il y a toute une mise à jour. Il y a cet épisode qui, en fait, quand on regardera à la fin sur la globalité de la guerre, est assez étonnant, du raid plutôt qu'une offensive sur Koursk. Et puis de manière générale, l'avancée quand même très rapide des Russes qui a surpris pas mal de gens. Pas moi, d'ailleurs, pour ceux qui m'ont lu, j'avais comparé ce que faisaient les Russes à l'offensive Broussilov de 1916, donc où en fait le général Broussilov a détruit l'armée autrichienne tout simplement, qui a dû être remplacée par l'armée allemande. Donc ça nous a permis d'ailleurs de tenir à Verdun et de contre-attaquer victorieusement. Et donc en fait, ce qu'il avait fait pour économiser les hommes, c'est que il attaquait tout au long du front, et sans avoir d'idée préconçue de l'endroit où il allait forcer. Il se trouve qu'à un moment, ça a forcé à tel endroit, il est rentré. Dès que ça résistait, il attaquait ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'on observe. Je regardais la carte militaire ce matin, là, dans la région de Zaporozhye, donc c'est la région où les Ukrainiens, les Otanukéviens ont contre-attaqué, ont essayé, il y a un an, à l'été, où leur offensive qui a complètement échoué. Là, visiblement, les Russes ont décidé d'animer le front de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont percer, mais ça veut dire qu'ils veulent rendre fous les réserves, l'armée ukrainienne et les réserves, puisqu'en plus, ils en ont dépensé en plus de bonnes unités pour faire ce raid insensé, au début qui était logique, mais qui ensuite est devenu complètement insensé, dans la région de Koursk. Bah oui, justement, il y a ce raid-là. Les médias français en parlaient 48 heures comme étant la grande contre-attaque ukrainienne qui allait déboucher sur la faillite totale russe. Et puis, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? C'est pchit ? Écoutez, comme j'ai dit, alors, la comparaison au début n'est pas de moi, c'est d'un canal qui s'appelle Brainless Partisan sur Twitter, que je salue. Je ne sais pas qui c'est, mais ils ont trouvé la comparaison avec la baie des cochons. Et en fait, ça a commencé comme la baie des cochons, ensuite c'est devenu une sous-bataille des Ardennes, et maintenant c'est la mort du petit cheval. Donc la baie des cochons, donc c'est un coup foireux de la CIA en 1962, de débarquer à Cuba avec l'opposition cubaine à Fidel Castro. Bon, c'est un échec lamentable, parce que Kennedy refuse le soutien de l'armée américaine. Et donc, et là, en fait, ça commence pareil. C'est-à-dire, à l'origine, c'est pas complètement stupide. Il s'agit de s'emparer de la centrale de Kourtchatov, donc qui est à l'ouest de la ville de Koursk. Et ça, évidemment, ça aurait été... pour moi, ça n'aurait pas changé le résultat de la guerre, mais ça aurait provoqué une grave crise
stratégique, puisque qu'est-ce qu'on fait une fois que l'armée ukrainienne est dans la centrale nucléaire? On ne peut pas l'attaquer parce que c'est un deuxième Tchernobyl, elle est très fragile, comme l'a dit Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, donc ça aurait provoqué, Zelensky aurait exigé un échange avec la centrale de Zaporozhye, on était dans une grande crise qui aurait énormément compliqué la tâche des Russes. Ça, d'après ce qu'on sait, les prisonniers qui ont été faits, ça devait être atteint le 11 août, donc début 6 août, 11 août. Ça a complètement raté. À partir de ce moment-là, l'armée, les unités qui avaient été envoyées, sans garantie d'assurer la ligne logistique, sans idée de faire une offensive prolongée, auraient dû se replier de l'autre côté de la frontière. Ça aurait été raisonnable. Mais comme Zelensky est tenu par ses communicants et par le fait qu'il doit donner des gages de réussite à ses alliés, à ses tuteurs, à Washington et Londres, essentiellement. D'ailleurs, on pourra en reparler, mais je pense que c'est un coup qui a été organisé par le MI6 et la CIA. Il y a des éléments clairs qui le laissent entendre. Et quels sont ces éléments ? Il y a une interview qui a été donnée dans le Financial Times il y a quelques jours. C'est la première interview en commun depuis 77 ans entre Richard Moore, qui est le chef du MI6, et William Burns, qui est le chef de la CIA. Et donc, et ils sont hyper élogieux sur l'offensive à Koursk. Alors qu'aujourd'hui, même dans la presse américaine, anglaise, tout le monde dit qu'est-ce que c'était que ce truc. Et il y a un journaliste américain qui a émis l'hypothèse, lui, en analysant précisément que quand l'offensive a commencé, déjà, on n'a pas entendu Zelensky. Pendant 48 heures quasiment, il ne s'est pas prononcé. Pendant 24 heures, sur les médias américains, on n'a rien entendu. Les 24 heures suivantes, on a entendu des critiques. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'aller faire là-bas, alors que le front est en train de s'écrouler dans l'est de l'Ukraine. Et finalement, au bout de 48 heures, la machine de propagande s'est mise en marche. Et ça veut dire, et je pense que c'est l'explication, que ni le Pentagone, ni le département d'État, c'est-à-dire les affaires étrangères américaines, n'étaient au courant. C'est un coup qui a été décidé. D'ailleurs, ça ressemble, la première analyse que j'avais fait quasiment le lendemain, je dis ça ressemble à un raid à l'anglaise, un raid de pirates, les chevauchés du Prince Noir pendant la guerre de 100 ans. Et en fait, c'était ça, c'était un raid, c'était pas une offensive. Et la grave erreur de Zelensky, c'est pris par la volonté de plaire à son opinion publique, puisqu'en plus, alors que lui avait très peu réagi déjà tout autour, sur LCI, ils étaient déjà en transe, et ce qui fait qu'il a décidé de maintenir des troupes et d'envoyer des renforts. Et là, ça a été le carnage. C'est-à-dire que si vous voyez le 9 août, donc 3 jours après le début de l'offensive, il y a une commande de matériel qui est officielle, qui est faite par l'armée ukrainienne à l'OTAN, et ils demandent des excavatrices, des bulldozers, parce qu'ils n'ont rien prévu pour tenir. Et si vous voulez, le problème, mais aussi l'avantage pour les Russes, c'est que cette zone-là, les Russes ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit envahie, parce qu'elle n'avait aucun intérêt. Je pense qu'ils n'ont pas pensé au coup de la centrale. Et donc, en fait, ils avaient très peu de lignes de défense, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne de défense préparée où peut s'installer l'armée ukrainienne. Dans un mois, il n'y aura plus de feuillage sur les arbres. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes sont cachées dans la forêt ou dans les villes. Et aussi, cette idée qu'on a entendue dans les médias occidentaux, surtout c'est français que j'ai entendu, c'est-à-dire, oh là là, quelle humiliation, ils ont pris un morceau de la région de Koursk. Sans jamais menacer ni la capitale. Mais les Russes ont brûlé Moscou quand Napoléon y est entré. Ouais. Ils ont fait la terre brûlée devant Napoléon, ils ont fait la terre brûlée devant Hitler, et on s'imagine, ça n'a jamais été d'ailleurs 1200 km², c'est plutôt autour de 800 000 km², mais allez, disons 1200, soyons généreux, et ils s'imaginent que 1200 km² du sud de la région de Koursk, où il n'y a rien, où il n'y a pas grand-chose, à part quelques fermes avec des cochons. La ville qu'ils ont prise, c'est Souja, 5000 habitants, comme l'a dit très bien le général Kempf, qui n'est pas un agent du Kremlin, il a dit c'est là où on va échanger un poulet et 3 cochons. Voilà. Donc, s'imaginer que là, ça allait traumatiser les Russes, mais... Non, c'était une hérésie. Alors, je salue Claude Bilodeau, qui nous a fait un don de $20 canadiens, qui nous dit « Xavier, le meilleur. Salut du Québec City, Canada. Toujours excellente vos émissions. Merci, cher Claude Bilodeau. Mais est-ce que peut-être que Koursk avait peut-être une valeur de symbole ? On sait que là-bas, il y a eu la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité. Donc peut-être il y a eu ça derrière, non ? Alors, sur la plus grande bataille de chars, c'est contesté par les historiens. Ah. On estime que la plus grande bataille a eu lieu 1 an avant, et en URSS également, donc c'est contesté. Mais bon, c'est pas grave, c'est une très très grande bataille de chars, et c'est pas le seul tournant, mais disons que après l'échec de Barbarossa, Stalingrad
Stalingrad, Koursk met fin, c'est le moment où, et vous avez raison de parler de symbole, où l'armée allemande perd définitivement l'initiative. À partir donc de juillet 1940, l'armée allemande ne fait que refluer et va subir ces grandes défaites, notamment Bagration, les grandes batailles qui ont amené l'armée russe jusqu'à la Vistule. Jusqu'à la Vistule d'abord. Oui. Et d'abord la Vistule où ils étaient gentiment assis devant Varsovie. Non. Et puis après... ils avaient parcouru 600 km et ils étaient épuisés. Et, oui, c'est vrai. Et il aurait été bien aussi que les Polonais préviennent Staline avant de déclencher leur Ils étaient sûrement épuisés. Allez, on va dire ça comme ça. Y compris les troupes polonaises qui servaient dans la mer Rouge. Certains, oui. Mais ils étaient nombreux. Mais tu sais que ils étaient nombreux. Moi, quand j'étais môme, raconter nos vies, un peu plus Xavier, qui est un ami, je peux lui raconter. J'ai été bercé par une série polonaise faite par un communiste polonais qui s'appelait Cztery pancerne i pies, c'est-à-dire 4 tankistes et un chien, où d'ailleurs le tankiste principal, le héros s'appelait Rude, ça veut dire le roux, donc c'était mon idole. Et c'était des Polonais qui bataillaient avec l'Union soviétique et qui voulaient draguer la fille, la très belle russe, Maroucha. J'ai vécu cette situation, puisque dans une autre vie, je travaillais dans l'armement, et j'étais à un salon de l'armement, moi j'étais avec la délégation russe, et il y avait une délégation polonaise. Donc au début, ils se regardaient, les Russes et les Polonais se regardaient un peu en chien de faïence, mais les Russes avaient une très jolie interprète. Ça aide. Hein. Et donc les Polonais qui n'étaient pas de bois et qui finalement parlaient tous russe et qui n'étaient pas non-binaires se sont rapprochés de la jolie interprète russe et finalement les Russes sont venus pour défendre leur interprète et finalement ils ont passé la soirée ensemble. Et tout le monde draguait. Donc c'est ce que j'ai dit souvent. Parce que les femmes, il y a un pays qui pourrait réconcilier la Pologne catholique et la Russie, qui est notre allié principal en Europe, c'est la France. Non, c'est la France. Non, mais du point de vue diplomatique, c'est-à-dire il n'y a que nous qui pourrions amener ces deux pays finalement à trouver un intérêt commun. De toute manière, on est à l'époque nucléaire. Et donc moi-même, je te dis, voilà, j'étais bercé par cette série et par toutes les séries qui étaient estampillées Parti communiste, quoi, et qui étaient des très belles séries d'ailleurs. Et toujours aujourd'hui, les gens regardent encore cette série et avec, je te dis, cette très belle femme soviétique qui était sniper dans l'armée rouge, parce que les femmes étaient snipers surtout. Oui, pilotes aussi. Oui, c'est vrai. On s'appelait les sorcières de la nuit qui survolaient les lignes allemandes, un peu comme les drones aujourd'hui. Ils survolaient les lignes allemandes pour les empêcher les Allemands de dormir. D'être très, très courageuses. Mais on est un peu sorti du... Oui, on dit... Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.